j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'une nouvelle série de lecture. Je vais faire sans doute plusieurs vidéos sur le sujet, sur des creepypasta, puisque je me suis offert ce livre qui s'appelle Creepypasta, une anthologie, qui est une compilation, un regroupement de creepypasta qui sont des histoires d'horreur qu'on trouve sur internet. Et je vais vous en lire une très connue aujourd'hui que je ne connais pas, puisque je connais pas tellement l'univers des creepypasta. Je vais découvrir cette histoire avec vous qui a l'air assez effrayante. Donc je vais rallumer ma petite lampe pour mieux voir et je vais lire cette creepypasta avec vous. C'est parti. À la fin des années 40, des chercheurs russes ont maintenu 5 personnes en éveil pendant 15 jours en les exposant à un gaz stimulant expérimental. Cet épisode serait plus tard connu sous le nom de Projet Nikolaïev ou Expérience russe sur le sommeil. Les cobayes étaient des prisonniers politiques que la guerre avait vu requalifiés d'ennemis de l'État soviétique. On les installa dans un environnement clos où leur consommation d'oxygène était mesurée afin de leur éviter l'asphyxie. Le gaz Nikolaïev se révélant toxique à haute dose. Il n'y avait pas encore de système de vidéosurveillance à l'époque. Les chercheurs observaient donc leurs cobayes au travers de hublots de 12 cm d'épaisseur et suivaient les conversations via des micros répartis dans la cellule. L'espace comprenait des matelas sans literie, un assortiment de journaux, l'eau courante, des toilettes et de la nourriture séchée en quantité suffisante pour alimenter les 5 cobayes pendant un mois. Les premiers jours de l'expérience se déroulèrent comme prévu. Les cobayes se plaignaient à peine. On s'était engagé à les libérer s'ils se pliaient au protocole et restaient éveillés, bien qu'on n'eût nulle intention de tenir cette promesse. Au fil des jours, les rapports sur leur interaction indiquèrent une tendance grandissante à discuter d'événements traumatiques. Et à partir du 4e, les conversations prirent un ton de plus en plus sombre. Au bout de 5 jours, les cobayes commencèrent à se plaindre, à ressasser les événements qui les avaient amenés là, puis à présenter les signes d'une paranoïa de plus en plus intense. Ils cessèrent de communiquer entre eux pour adresser des chuchotements au micro et au miroir sans teint qui couvraient les hublots. Chacun semblait étrangement persuadé de pouvoir gagner la confiance des chercheurs s'il dénonçait ses compagnons de captivité. L'équipe scientifique supposa qu'il s'agissait d'un effet secondaire du gaz expérimental. Le 9e jour, le premier cobaye se mit à hurler. 3 heures durant, il fit le tour de la cellule en courant et en hurlant sans interruption. Il essayerait de continuer par la suite, mais n'émettrait plus que des couinements sporadiques. Les
Les chercheurs émirent l'hypothèse d'une déchirure des cordes vocales. Le plus surprenant fut sans doute la réaction des autres cobayes, ou plutôt son absence totale. Chacun continua à chuchoter dans les micros jusqu'à ce qu'un second cobaye succombe au hurlement. Les deux qui ne hurlaient pas arrachèrent alors les pages de leur magazine, les recouvrirent et les collèrent au hublot, le tout dans le plus grand des calmes. Les hurlements s'arrêtèrent peu après, ainsi que les chuchotements. Il était désormais impossible de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur de la cellule. Ne se résolvant pas à croire que 5 personnes rassemblées dans une même pièce puissent ne faire aucun bruit, les chercheurs se mirent à tester les micros heure après heure. Les mesures de consommation d'oxygène à l'intérieur de la cellule indiquaient que tout était bien vivant. Les chiffres correspondaient en effet à la consommation de 5 personnes soumises à un intense effort physique. Le matin du 14e jour, les chercheurs firent une entorse aux règles qu'ils avaient communiquées aux cobayes. Craignant que les captifs ne fussent tous morts ou catatoniques, tentèrent d'obtenir une réaction en allumant l'interphone qui reliait la cellule à l'extérieur. Nous allons ouvrir la cellule pour vérifier les micros. Éloignez-vous de la porte et couchez-vous ou vous serez abattu. Si vous coopérez, nous libérerons immédiatement l'un d'entre vous, émirent-ils. À leur grande surprise, on ne leur répondit qu'une simple phrase. Nous ne voulons plus être libérés. Un débat s'éleva un moment entre les chercheurs et les représentants de l'armée qui finançait le projet. Sans autre réaction de la part des cobayes, il fut décidé d'ouvrir la cellule le soir du 15e jour. On commença par pomper de l'air frais dans la cellule pour la purger de tout le gaz Nikolaïev. Immédiatement, des clameurs stridentes se mirent à jaillir des haut-parleurs. On distinguait 3 voix différentes, suppliant qu'on renvoie le gaz avec le désespoir de ceux qui implorent qu'on épargne leur famille. On déverrouilla la porte pour laisser passer les soldats chargés de ramener les cobayes. Ceux-ci se mirent à pousser des hurlements inouïs, bientôt imités par les soldats qui découvraient le spectacle. Sur les 5 cobayes, 4 étaient encore en vie, bien qu'il fût difficile d'appeler vie un état pareil. On retrouva les rations de nourriture restées intouchées depuis le 3e jour. Le trou d'évacuation au milieu de la cellule avait été bouché par des morceaux de viande découpés dans les cuisses et la poitrine du cobaye mort. La cellule était inondée sur plus de 10 cm de hauteur. On ne sut jamais quelle proportion de sang il y avait dans ce liquide. Il manquait à chaque survivant de gros morceaux de muscles et d'épiderme. L'étude des bouts de doigts où la chair avait été détruite et les os mis au jour permit de conclure que ces blessures avaient été infligées à main nue et non à coups de dents comme les chercheurs l'avaient d'abord supposé. Un examen plus poussé de la position et des angles des lésions révéla que la plupart, sinon toutes, étaient auto-infligés. Les organes abdominaux de chacun des 4 cobayes avaient été extraits, tandis que cœur, poumon et diaphragme restaient en place. L'épiderme et l'essentiel du tissu musculaire avaient été arrachés de la cage thoracique, laissant apparaître les poumons à travers les côtes. Artères et organes vitaux et
avait juste été retiré de la cavité abdominale, toujours attaché, puis déployé sur le sol devant les cobayes qui respiraient encore malgré leurs éviscérations. On pouvait distinguer le processus digestif à l'œuvre dans les 4 tas d'intestins. L'équipe comprit rapidement que l'objet de la digestion n'était autre que la propre chair des malheureux qu'ils avaient passé jour et nuit à arracher puis dévorer. La plupart des soldats présents dans le centre faisaient partie des troupes d'élite soviétiques, ce qui n'empêcha pas plusieurs d'entre eux de résister lorsqu'on leur ordonna d'aller chercher les cobayes. Ceux-ci continuaient à hurler qu'on les laisse dans la cellule et à supplier qu'on y réintroduise le gaz, de peur de s'endormir. À la surprise générale, chaque cobaye se défendit férocement contre les soldats venus l'extraire. Un militaire fut tué, la gorge arrachée dans la lutte. Un autre, gravement blessé, un coup de dent lui ayant arraché les testicules et percé l'artère fémorale. 5 soldats en tout devaient se donner la mort à la suite de l'incident, irrémédiablement traumatisés par le spectacle de celle de leurs camarades. La rate d'un des cobayes éclata pendant qu'il se débattait et il perdit quasiment tout son sang en un instant. Les médecins tentèrent en vain de le mettre sous sédatif. On lui injecta du DMT, l'équivalent de plus de 10 fois la dose de morphine suffisant à mettre un homme à terre, et pourtant il continua de se battre avec la rage d'un animal acculé. Brisant dans la mêlée les côtes et les bras d'un des médecins, l'homme s'était vidé de son sang au point que son système vasculaire ne contenait presque plus que de l'air, et cependant son cœur battit encore pendant 2 minutes entières. Le cobaye continua de s'agiter et de crier pendant 3 minutes de plus après l'arrêt cardiaque, s'efforçant d'agripper tous ceux qui étaient à sa portée et répétant encore d'une voix de plus en plus faible avant de sombrer dans un silence définitif. Les 3 cobayes restants furent solidement entravés, puis transférés dans un centre médical. Les 2 individus dont les cordes vocales étaient encore intactes continuaient à supplier qu'on leur redonne du gaz pour rester éveillés. Le plus gravement blessé fut emmené dans la seule salle d'opération dont disposait le centre. Pendant que l'on préparait le prisonnier en vue de lui replacer les organes dans l'abdomen, il s'avéra lui aussi totalement réfractaire au sédatif. Il se débattit violemment lorsqu'on lui appliqua le masque qui devait lui faire inhaler le protoxyde d'azote et tenta d'arracher ses entraves. Il réussit à déchirer la courroie de cuir qui retenait l'un de ses poignets sur plus de la moitié de sa largeur, et ce malgré les 90 kilos du soldat qui lui maintenait le bras de tout son poids. Bien que les sédatifs aient été inefficaces, il fallut à peine plus de gaz anesthésiant que la normale pour lui faire perdre conscience. À l'instant où ses paupières s'alourdirent puis s'abaissèrent, son cœur cessa de battre. L'autopsie permit de relever un taux d'oxygénation du sang plus de 3 fois supérieur à la normale. Les muscles encore attachés au squelette présentaient de sérieuses déchirures et 9 os s'étaient brisés pendant la lutte, la plupart ayant cédé à une incroyable tension musculaire. Le second survivant était le premier à s'être mis à hurler. Ses cordes vocales arrachées l'empêchaient de protester ou d'objecter à la chirurgie. Il ne put que secouer violemment la tête lorsqu'on approcha le masque d'anesthésie. En hésitant, quelqu'un demanda s'il voulait que
abdominaux en place et tenter de les recouvrir avec ce qui lui restait de peau. Le chirurgien en chef affirmerait à plusieurs reprises que l'état clinique du patient n'aurait pas dû lui permettre de respirer. Une infirmière terrifiée devait rapporter que le patient avait plusieurs fois retroussé les lèvres en une parodie de sourire au moment où elle croisait son regard. L'opération terminée, le cobaye fixa le chirurgien et se mit à souffler bruyamment. Supposant qu'il s'agissait d'une requête importante, celui-ci fit apporter de quoi écrire. Le patient écrivit alors ces simples mots: continuez à couper. Les deux autres cobayes subirent la même opération, également sans anesthésie, mais il fallut leur injecter un puissant paralysant car les chirurgiens avaient les plus grandes difficultés à opérer à cause de leur constant éclat de rire. Une fois privés de leur faculté de mouvement, les cobayes ne pouvaient plus que suivre les chercheurs des yeux, mais leur système se débarrassa de l'agent paralysant en un temps record, et ils se remirent à tirer sur leurs liens. Dès qu'ils purent à nouveau parler, ce fut pour réclamer à nouveau le gaz stimulant. Les chercheurs tentèrent de leur arracher des explications. Pourquoi ces blessures? Pourquoi s'être éviscéré? Et pourquoi vouloir à nouveau respirer le gaz? Ils ne reçurent qu'une seule réponse: je dois rester éveillé. Leurs entraves renforcées, les cobayes furent ramenés dans leurs cellules le temps qu'on décide de leur sort. Les chercheurs craignaient le courroux de leur mécène soviétique, puisque l'expérience n'avait pas atteint les buts assignés. Ils envisageaient donc d'euthanasier les survivants, mais l'officier en chef, un ancien du KGB, flairait du potentiel dans l'affaire et voulut voir ce qui arriverait si l'on exposait à nouveau les cobayes au gaz stimulant. Les chercheurs s'y opposèrent fermement, mais on ne tint pas compte de leur avis. On relia d'abord les cobayes à un électrocéphalogramme, puis on leur passa des courroies matelassées qui servaient aux longues incarcérations. À la surprise générale, les prisonniers cessèrent toute résistance dès qu'il leur fut apparent qu'ils allaient à nouveau respirer le gaz. Il était alors manifeste que chacun d'entre eux luttait douloureusement pour rester éveillé. L'un de ceux qui pouvaient encore parler émettait un bourdonnement sonore et constant. Le muet pressait les jambes de toutes ses forces contre ses liens, alternativement d'un côté puis de l'autre, pour avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier maintenait la tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux avec rapidité. Celui-là avait été relié en premier à l'électroencéphalogramme et les chercheurs examinaient ses ondes cérébrales avec stupeur.
ce que vous êtes, j'ai le droit de savoir. Le prisonnier sourit. Vous oubliez si facilement, répondit-il. Ce que nous sommes, c'est vous. Nous sommes le chaos qui vit en chacun de vous, suppliant à chaque instant qu'on le libère du fond de votre part primitive. Nous sommes ce dont vous vous abritez chaque nuit sous les couvertures. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à l'impuissance lorsque vous vous réfugiez dans ce havre nocturne où nous n'avons pas de place. Le chercheur marqua une pause, puis visa la poitrine et tira. Le tracé de l'EEG devint plat, tandis que le cobaye murmurait soudainement: si près de la liberté. Voilà donc pour cette lecture de Creepypasta qui, je l'espère, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt